Movies, l'émission qui est cause de films visibles en salle et parfois des festivals de cinéma, toujours préparés et présentés par Patrick Servel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et on a essayé de le changer, mais on a trouvé pire, donc on l'a gardé pour cette saison. Mais on a gardé Hervé Brie. Bon. Alors, avec un nouveau générique musical pour cette saison 3 qui commence. Alors, au générique d'intro, les auditeurs fidèles n'auront pas reconnu les Blues Brothers comme les 2 saisons précédentes. Tu te souviens? Non. À la place, on écoute Grammatik, nom de scène d'un artiste et DJ et compositeur slovène. Oui, comme les ours des Pyrénées. Alors ce titre on appelle ça de l'électro-swing, s'appelle Muy Tranquilo et ce sera notre nouvel indicatif musical. Rapport avec le cinéma? On a bien cherché, aucun. Ce qui en fait la première exception à notre règle que toute notre bande-son est normalement liée de près ou de loin au cinéma. Mais on a trouvé que ce titre chill et sautillant allait bien comme nouvelle signature sonore de Movies. Alors au menu du jour, chargé pour cette rentrée, retour sur quelques festivals ciné de l'été, un mot sur les blockbusters estivaux qui sont encore à l'affiche avant d'être chassés par les nouveautés. On y rajoutera quelques bons films plus confidentiels de l'été qu'on vous conseille s'ils n'ont pas été vus, et les films du jour. Homicide, accident, suicide, Patrick nous dira tout ou pas dans son autopsie d'anatomie d'une chute, dorée à Cannes en mai dernier. Amagloria, l'attachement déchirant entre une petite fille et sa nounou venue d'ailleurs. Vision, c'est un thriller psychologique avec Diane Kruger en blonde hitchcockienne. 2 courtes nouvelles de notre cinéaste Ibert préféré, ça s'appelle L'expérience Almodovar. Et enfin, La Voie Royale, les affres des classes prépa. Film scolaire, Patrick, tu lui mettras une bonne note? On verra. Tu attends la fin. Bon, d'accord. Et puis notre traditionnelle rubrique, on la garde dans le viseur, pour une sélection de films qui ont envie. Alors, avant de commencer, en plus de la disparition de Jane Birkin, qui sera évoquée tout à l'heure, un des piliers du nouvel Hollywood nous a aussi quittés et je crois que Patrick veut en parler. Oui, mais je vous en parle tout à l'heure, je vous en parle pas maintenant. Tu veux que j'en parle maintenant? Ouais. Alors, moi, je vais vous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Ah, la puce. Ça y est, j'ai la puce à l'oreille. Ah, tu pourrais dire la puce, voire la pustule, parce que des pustules, elle en avait beaucoup, la jeune actrice, dans le film que vous avez forcément reconnu, Tubular Bells, c'était dans les années 72-73, si je me souviens bien, et bien évidemment, c'est pour parler du réalisateur William Friedkin. Et de L'Exorciste. Oui, là c'est L'Exorciste, oui, bien. Ah bah oui, tout le monde avait reconnu quand même. Tout le monde a eu peur, tout le monde a eu des frayeurs. Peut-être pas les nouvelles générations. Oui, peut-être. Alors c'est donc Friedkin qui a été oscarisé. Il a eu des Oscars. C'était pour French Connection. Ça j'ai pas vu et j'aimerais bien le voir. Oui. Alors moi j'ai revu des extraits en préparant un petit peu ce papier. J'ai revu des extraits. Donc il y a vraiment des moments. Je m'en souvenais plus. Je me souvenais d'une poursuite sous le métro. Alors je sais plus si c'est à Chicago ou à New York. Je sais plus. Je sais plus si c'est l'un des deux. Et pour lequel il n'avait pas demandé d'autorisation. Oui. Et le film a été tourné pour de nombreuses prises, puisqu'on parlait de la French Connection, et on voit qu'il y a beaucoup de scènes qui ont été tournées à Marseille. Alors,
Donc, il est mort le 7 août, hein, âgé de 87 ans, à Los Angeles. Il est mort. Et son dernier film, hein, il a fait un film qui va être présenté à la Mostra, ou qui a été présenté à Venise. Et c'est sur la mutinerie du paquebot, enfin du croiseur, le Ken. Il y avait eu déjà Ouragan sur le Ken. Je crois que c'était il y avait Humphrey Bogart dedans. Et là, donc, c'est The Ken Mulity Court Martial. On l'a pas vu, il sortira certainement bientôt. Alors, il a commencé, Friedkin, un peu par le biais du documentaire. Et il avait, grâce à un film qu'il avait pu faire, il a sauvé un homme qui était condamné à mort pour un crime que finalement il n'avait pas commis, et en refaisant un documentaire, ça a permis que cette personne soit rejugée et que finalement il évite de passer sur la chaise électrique. Alors les films qui reviennent forcément quand on parle de Friedkin, on vient de l'évoquer en 71, hein. Tout à l'heure j'ai dit 72, mais c'était 71, c'est French Connection, pour lequel donc Oscar du meilleur réalisateur, et surtout aussi 2 ans après ce film L'Exorciste. Donc des débuts de documentariste qui ont ancré chez lui ce besoin du détail. Lorsqu'il faisait un film, il se renseignait beaucoup. Par exemple, quand il a fait celui qui se passe dans les milieux de la communauté gay. Ah ouais, c'était Cruising. Cruising avec Al Pacino. Il a été écumer un peu les bars pour voir pour découvrir ce monde qu'il connaissait pas. Mais bon, ce qui a fait sa force, c'est L'Exorciste, qui, je ne sais pas si on le sait, est quand même basé sur des faits réels. Hein. Alors, faits réels, hein, sur le côté, je ne veux pas dire sur la véracité de l'exorcisme, mais vraiment sur le fait qu'il y a eu un exorciste. Hein. Donc, il avait eu accès à un enregistrement qui avait été fait par un prêtre. Alors, ce qui fait vraiment peur, moi, ce film, hein, c'est une manière assez réaliste. On n'est pas dans le mauvais rêve. Là, on a vraiment l'impression d'être dans cette chambre avec cette créature. Moi, à titre perso, ça m'avait rendu un peu mal, puisque j'étais projectionniste à l'époque, hein, et je vous assure que dans ma cabine de projection, j'en menais pas large. Et les gens dans la salle non plus, tu les voyais réagir? Les gens, oui. Alors surtout, dans ce film, c'est à peu près pendant les 45 premières minutes, il se passe rien. Mais il suffit qu'on ait un petit bruit pour que tout le monde sursaute. Moi, vraiment, un film que j'ai vraiment pas envie de revoir. Hein. C'est vraiment pas le film. Toi, avec tes goûts un peu bizarres. Mais peut-être que maintenant, avec ce qu'on voit au cinéma, peut-être ça paraîtrait un peu édulcoré, parce qu'il y a tellement de films d'horreur maintenant qui vont loin. Et puis là, la bande son, et je l'ai réécouté, les extraits que j'ai vus, donc c'était en français. Donc, quand encore c'est en anglais, il y a des mots que tu connais pas parfaitement quand c'est pas ta langue, mais là les mots crus qui sont employés dans le film, je peux t'assurer, quand il lui dit tu peux pourrir de l'intérieur, là on est pas très bien. Il voulait faire un film, bon ça s'est jamais fait, ça aurait pu être aussi intéressant, sur Jacques l'Éventreur, donc ça aurait pu aussi être ça aurait bien. Alors il y a pas les films de Friedkin sont tous un peu différents, et donc il a réalisé, si on compte, une vingtaine d'œuvres, où il a été le meilleur, c'est vraiment dans les années de 70 à 80, puisque après avoir fait L'Exorciste, il a fait un remake du Salaire de la peur. Du Salaire de la peur, ouais. Et donc là, c'est donc en français, c'était sorti. Mais c'était sorti surtout à l'époque, on traduisait les films et ça s'appelait Le Convoi de la peur à l'époque. Et moi, je me souviens, que c'était assez fort, hein. C'était assez déjanté comme film. Mais qui a pas eu de succès. Un succès, non, très bon. Si on comparait à maintenant, c'est un film, je sais pas, qui a peut-être fait 500-600 000 entrées. Donc il a fait des entrées, mais ça n'a pas explosé au niveau du box-office. Après, il a fait d'un film de Cruising qu'on a
dont on a parlé, donc qui a été traduit par La Chasse, je crois. Je crois que c'est le titre qui a été utilisé. Alors, il était contre ce film, enfin pas contre le film, il était surtout contre le fait la version, dit-il, avait été charcutée un petit peu au montage pour des problèmes de censure. Donc c'est un film peut-être pour lequel il aurait aimé avoir un directeur cut, hein, mais qu'on a finalement pas eu. Puis il y a aussi Police fédérale Los Angeles, et puis même il y a eu un film qui s'appelait en 2006 avec Michael Shannon, c'est Bug avec ça c'est flippant. Hein. Le paranoïa avec les blattes et tout ça. Ouais. Ouais. Il croit horreur psychologique sur un paranoïaque qui se croit infesté d'insectes. Ça aussi c'est flippant. Hein. Alors tu vois, flippant, c'est vrai que dans tous ces films il y a quand même des personnages qui sont soit hantés, soit fascinés par le mal, par la transgression. Lui, il disait « Je suis un spéléologue de l'âme humaine et de ce côté obscur, voire noir ». Donc, film ultime qui est présenté à la Mostra de Venise et qu'on devrait voir d'ici un mois ou deux. J'ai appris en regardant aussi sa bio, il a été mari de Jeanne Moreau dans les années 70. Ah oui, c'est vrai. Ouais, pendant 2 ans. Il me fait un signe là. Oui, parce qu'on doit parler maintenant des blockbusters de l'été. Ah oui. C'est vrai. Oui. Alors, qu'est-ce que tu appelles les blockbusters Eh ben, ça veut dire les films qui ont marché du tonnerre et qui continuent d'ailleurs à marcher. Et bon, moi, j'ai personnellement pas grand-chose d'intéressant à me mettre sous la dent dans cette catégorie estivale. À part un ou deux dont tu vas nous causer, Patrick. Mais avant, si ça t'embête pas, je vais dégommer un peu. Il paraît que les auditeurs un peu pervers adorent ça. Alors nous, on va s'y mettre. Je réfléchis de quel film va-t-il nous parler? Eh ben Barbie, auquel pas grand monde en a échappé cet été, sauf dans les pays. Sauf moi, j'y ai pas été. Ouais. Et puis dans les pays où il a été interdit, genre Arabie Saoudite ou Qatar, je sais plus. Et moi je trouve que c'est une bonne idée, hein, vu l'indigence du propos. À part le tout début, qui est une parodie assez drôle de 2001 l'Odyssée de l'espace, je vois pas grand-chose à sauver dans cette débauche de rose écœurante, au premier, au deuxième comme au troisième degré. Alors c'est l'entreprise Mattel, fabricant donc de jouets et producteur du film. Après avoir filé des complexes à des générations de jeunes filles pour n'être pas aux normes des mensurations de la fameuse poupée, elle s'offre un vernis de féminisme et d'anti-patriarcat à peu de frais. C'est en fait une pub géante, faussement autocritique, avec un scénario que j'ai vraiment trouvé bas du front, où comment le grand capital s'approprie ses contradictions avec l'aide de mercenaires débauchés du cinéma américain indépendant. Hein. Je parle là de Greta Gerwig. C'est la réalisatrice hein, qui avait fait avant de beaux films plutôt arty, très défendus par la critique. Hein. Moi, j'avais vu Frances A, par exemple, en 2012, mais elle avait pas grande audience et là, à mon avis, elle a vendu son âme pour de l'audience. Hein. Et puis, Patrick, il faut que tu saches qu'on a droit à un aspect comédie musicale vraiment raté. Ryan Gosling, hein. Bon, il est piètre chanteur et pire comme danseur. On le savait déjà depuis La La Land. Hein. Bon, ça marche. Donc on aura sans doute des suites et d'autres films mettant en scène des jouets iconiques. À quand un long métrage Polly Pockets, par exemple 5 millions d'entrées, hein, quand même. 5 millions en France. Oui, en France. Mais moi, j'ai tenu, j'ai pas été. Oui. Mais j'ai vu le film annonce 4 fois au moins. 4-5 fois. Et un long métrage Monsieur Patate, hein, ou une déclinaison cinématographique du jeu Uno, qui est un jeu Mattel aussi, hein, pourquoi pas. De toute façon, Mattel fait déjà son beurre là-dessus, parce que ce sont les principaux pourvoyeurs des figurines franchisées, des univers Disney. Allez, t'as pas aimé. Alors j'ai essayé Mission Impossible 7, partie 1, mais il y aura une partie 2. Moi, j'ai pas retrouvé la magie des premiers sillés Brian De Palma, hein. Et puis trop de cascades improbables et tonitruantes tuent le charme au bout d'un très long moment. Ils ont même piqué des scènes à Titanic en remplaçant le bateau. Oui, c'est vrai, hein, on y pense. Le bateau est remplacé par un train dans le vide et il monte à la verticale comme dans Titanic. Hein. Alors, quant au scénario, plus simpliste, tu meurs. C'est la recherche d'une clé
pour sauver le monde. Et quand on voit l'objet, on dirait un gadget Kinder Surprise. Bref, on passe la main. Avant de te passer la main pour un succès Il arrête pas de parler. mérité, bah oui celui-là. Un mot aussi sur un film qui a bien marché et qui continue, mais moins fort que les deux précédents quand même. Et français celui-là. Je vais parler de Yannick, dernier opus de Quentin Dupieux, qui nous pond... Là, au moins, c'est court. Ouais, qui nous pond, tant mieux. Il nous pond un film tous les 6 mois. Son suivant, il était déjà à Venise cette semaine. Ça s'appelle Dali, je crois. Alors moi, j'ai pas marché du tout à Yannick, hein, malgré la présence de très bons acteurs, Raphaël Quenard, Blanche Gardin, Pio Marmaille. Alors son cinéma, en même temps minimalisme et prétentieux, moi je trouve, hein, commence à lasser. Et comme tu disais, heureusement, ça dure à peine une heure. Mais il y avait des bonnes choses aussi, plus longues. Bah forcément, il y avait dans les deux blockbusters qui se sont battus en nombre d'entrées. Donc on avait, parce qu'ils sont sortis le même jour, hein, on avait Barbie et puis le film de Christopher Nolan. Je veux bien évidemment parler d'Oppenheimer. Donc il est déjà rendu dans sa 7e semaine d'exploitation. Tout va bien pour lui, hein. Il est à plus de 4 millions d'entrées en France, ce qui est quand même quelque chose d'assez assez étonnant pour un film qui a pour sujet quand même l'inventeur, le papa de la bombe. Qui dure plus de 3 heures. Et qui dure aussi plus de 3 heures. Donc je peux terminer de la bombe, j'ai dit bombe atomique, hein, celle qui, malheureusement, quelques semaines après qu'il ait eu fait le test à Los Alamos, ça a été d'abord sur, bien sûr, Hiroshima et quelques jours après sur Nagasaki. Donc un film très très intéressant d'un point de vue purement, quand on regarde d'un point de vue technique, uniquement au niveau de l'image, une image avec une superbe définition, avec des objectifs qui ont été utilisés, qui permettent de nous montrer les essais qui ont pu être faits lorsqu'ils font exploser les bombes. Avec ce truc, bien sûr, hein, après quand on y réfléchit, on se dit c'est normal, on a cette immense explosion, mais sans un bruit, puisque tout le monde se souvient de la physique et on sait que le son va beaucoup moins vite que l'image, et quelques secondes après, 4-5 secondes après ou 10 secondes après, il y a ce tonnerre, ce bruit assourdissant dans les salles. Je vous conseille d'aller, si c'est possible, voir les films. Pour voir ce film, les voir dans les cinémas qui le projettent dans des grandes salles, minimum avec une projection 4K, et si vous pouvez aller, parce que je pense qu'il est encore diffusé au Mégarama, où il passe dans la salle IMAX. Ouais, et je termine, les choses extraordinaires, c'est qu'au début, il passait beaucoup en version française et un peu en version originale, et j'ai vu qu'ils ont un peu changé. Quasiment, il y a plus de versions originales que de versions françaises pour ce film. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, ça secoue en IMAX. Hein, vraiment, il y a un travail énorme sur le son dans ce film. Et dans ces salles, le son, là, ça prend au corps, vraiment. Moi aussi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé quand même que l'aspect un peu... historique sur le jugement un peu durant la chasse aux sorcières de cet Oppenheimer, ça aurait pu, et qui sont des passages en noir et blanc, je crois, ça aurait pu être un petit peu raccourci quand même. Oui, peut-être, mais c'est vrai que ça fait penser à beaucoup d'autres films avec ce côté noir et blanc, ce côté avec donc le côté politicien des choses, où on a celui qui veut arriver, et là j'ai oublié son nom, hein. C'est vraiment très très intéressant. Alors, est-ce que c'est vraiment la réalité? Mais quand Oppenheimer est reçu par le président des États-Unis et que le président des États-Unis lui dit mais vous avez l'air un peu tristounet là, qu'est-ce qui se passe? Bougez-vous un petit peu, arrêtez d'être une mauviette. C'est pas vous qui allez mal dormir, c'est pas vous qui allez être celui qui a appuyé sur le bouton, car c'est moi qui ai appuyé sur le bouton, c'est pas vous. Et oui, c'est un peu la problématique du film, hein, jusqu'où les scientifiques sont responsables de leurs recherches qui mènent à des désastres. Alors après... Oui, c'est bon. Oui, il y avait juste quelques semaines avant, mais on avait fait un petit focus dessus. Ah, oui. Il y avait notre papy Jones, hein, dans Indiana Jones. Ouais. Bon, j'en ai dit le bien que je pensais. Moi, j'étais content de le revoir. C'est le dernier. Bon, voilà, c'est bien. Voilà, mais en tout cas,
on ne se moque pas du spectateur. C'est bien foutu. Moi, j'ai bien aimé. Ouais. Là, c'est Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Okay. Ouais. Bon, alors après Barbenheimer, si je contracte les deux, best-of perso de l'été, mais avec des films malheureusement qui sont plus trop à l'affiche, ou alors faut bien les chercher ou les voir autrement qu'en salle, et ça c'est un peu dommage. Sorti début juillet, on n'y était pas allé, parce qu'on se disait bon, c'est peut-être un peu attendu. Une nuit d'Alex j'ai pas Lutz, vu, j'ai pas été. avec lui-même et Karine Viard, très bonne surprise, alors que moi j'y allais un peu à reculons à cause du sujet qui nous paraissait un peu rebattu, et Karine Viard qu'on voit un peu trop. Mais il a du talent, cet Alex Lutz, et il déjoue les attentes avec des idées vraiment originales, des dialogues ciselés et drôles, et une surprise finale auquel je m'attendais pas du tout. Les herbes sèches du cinéaste turc, alors là, il faut que je dise son nom, Nuri Bilge Ceylan, dont c'est le premier film que je vois, dans une école d'un village anatolien sous la neige, des profs qui ne se sentent pas trop à leur place et sont pas forcément sympathiques d'ailleurs, s'affrontent, verbalement en particulier. Alors c'est passionnant, mais 3 heures et des poussières quand même. L'actrice féminine impressionnante a eu le prix d'interprétation à Cannes, et alors j'étais intrigué, à mi-film, comme une parenthèse, une scène vraiment étonnante dont je ne dis rien, mais qui continue de m'intriguer fortement. Ça m'a donné envie de voir d'un peu plus près la filmographie de ce cinéaste qui est chouchou des festivals. À chaque fois qu'il emmène un film à Cannes, il a un prix. Après la Turquie, l'Iran. On aime beaucoup le cinéma iranien à Movies, avec Les Ombres persanes, sur le thème du double. L'histoire oscille entre récit fantastique et thriller social, avec une façon habile de critiquer le régime fondamentaliste iranien. Je sais pas s'il a été censuré là-bas, celui-là, Patrick. Toi, qui l'as pas vu, je pense que ça te plairait. Alors, à signaler, puisqu'on parle censure iranienne, Saïd Roustahi, réalisateur du thriller implacable La Loi de Téhéran, a été condamné il y a 3 semaines à 6 mois de prison et interdiction de filmer pendant 5 ans pour propagande anti-régime. À cause de quoi ? À cause de son dernier travail, Leila et ses frères, qui a été interdit là-bas. Les algues vertes de Pierre Jolivet. Alors je savais pas ce qu'il était devenu, ce Pierre Jolivet. C'est un artiste impliqué depuis longtemps dans l'écologie, et c'est le sujet de son dernier film. Il s'agit de la transposition à l'écran d'une BD qui racontait l'enquête réelle d'une journaliste radio sur les marées vertes en Bretagne, leurs causes et leurs conséquences. Un peu scolaire peut-être, mais utile pour convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus. Et l'actrice Céline Salette, elle est remarquable en journaliste pugnace. Enfin, Sabotage, long métrage américain indépendant qui a lui aussi à voir avec l'environnement, puisqu'on y suit façon thriller une opération d'éco-terrorisme entre gros guillemets, le sabotage d'une pipeline. C'est tiré d'un essai d'un chercheur suédois qui plaide pour une radicalisation des modes d'action contre le changement climatique. C'est haletant, vraiment, réalisé selon les codes du film de braquage, de casse, à la Ocean Eleven et même le Cercle Rouge, avec un côté western aussi pour les décors du Texas, et efficace, et franchement pessimiste dans son épilogue. Il y avait aussi Les Filles d'Olpha, mais j'en parle par ailleurs. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get $1 out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. You feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a little G-man and my gang got her. An hour later, had her ass up in the Ramada. Them trick niggas in the ear saying they think about her. I got the bitch by the bar trying to get a drink about her. She like my style, she like my smile, she like the way I talk. She from the country, then she like me cause I'm from New York. I ain't that nigga trying to holler cause I want some head. I'm that nigga trying to holler cause I want some bread. I could care less how she perform when she in the bed. Bitch at that track, catch a date and come and pay the kid. Look baby, this is simple, you can't see. You fucking with me, you fucking with a P.I.M.P. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get $1 out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get $1 out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. I'm about my money, you see. Girl, you can
je pensais pas qu'on allait passer un jour 50 Cents dans Movies, mais en fait c'est un clin d'œil qu'on a un peu abrégé à Anatomie d'une chute dont Patrick va nous parler tout de suite, où on entend au tout début une version instrumentale de ce morceau jouée très fort et de manière obsédante qui met fortement mal à l'aise. Le titre s'appelle Pimp, qu'on peut traduire par macro, et il s'agit pas de poisson. Le gros morceau de la rentrée, c'est Anatomie d'une chute, un film de Justine Triet. Anatomie d'une chute, c'est le film qui a obtenu, lors du dernier festival de Cannes, la récompense suprême, la Palme d'Or. Alors, on peut se poser un peu comme quand on a les Goncourt qui sortent, est-ce que c'est mérité, Est-ce que c'est mérité ? Alors moi, je vais rapidement évacuer cette question. Du Festival de Cannes, on avait vu, ceux qui étaient en compétition que 3 ou 4, et vous dire si Anatomie était le meilleur, je n'en sais rien, et je m'en fiche un petit peu. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, c'est un grand film. Alors pourquoi je le considère comme un grand film ? Simplement, une réaction que j'ai eue, c'est que quand je suis sorti du film, je me suis dit, mais je vois pas ce qui aurait pu, pas moi, mais ce qui aurait pu être enlevé ou ce qui aurait pu être ajouté. Pas de retouche, quoi. C'est un costume, ça tombe bien. Il y a rien, il y a pas de reprise de reprise à faire. Alors, raconter un petit peu le pitch de cette Anatomie d'une chute. On a Sandra, Samuel et puis leur fils de 11 ans, Daniel, qui tous trois ils vivent à la montagne, un petit peu à l'écart de tout. Et puis un jour, Samuel, le père, est retrouvé mort au pied de la maison, sur le sol, gisant dans le sang, et une enquête pour mort suspecte va être ouverte, et on va se poser la question, est-ce que Sandra est celle qui aurait pu tuer son mari, ou est-ce que son mari s'est suicidé ? Donc on va surtout assister en fait au procès, le procès de la mère, mais derrière ce procès, en fait, c'est plus qu'une anatomie, c'est presque une autopsie, comme il y avait celle de Preminger, autopsie d'un meurtre. Là, on va avoir une dissection, en fait, de ce que peut être un couple. Donc, on a là, devant nous, une histoire qui va nous tenir en haleine pendant les plus de 2h30 que dure le film, parce que la réalisatrice, en fait, elle va nous placer comme si on était les jurés de cette cour d'assises. Les vrais jurés, on les voit pas dans la salle. C'est nous, là, les jurés. Et finalement, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va suivre une intime conviction qu'on aurait, qui pourrait nous faire croire que Sandra est innocente, ou on va plutôt suivre les réquisitoires de l'avocat général qui, au travers de témoignages, de paroles d'experts, qui, pour une même scène, vont nous proposer des solutions complètement différentes. Donc, on a une histoire qui nous tient, avec un suspense, un vrai suspense, puisque forcément, la question qui va se poser, c'est va-t-elle être condamnée, va-t-elle être coupable ou innocente ? Et tout ça, ça tient parce qu'il y a une mise en scène. Parce que si on avait juste le scénario et que la mise en scène ne suivait pas, ça poserait souci. Et là, ça c'est le cas, ça marche. Il y a des mouvements de caméra qui sont vraiment intelligents, des recherches au niveau des les focales utilisées, beaucoup de gros plans sur les visages, et ça a de l'importance, et pas que sur les humains. On verra même dans le film des gros plans sur un chien qui a de l'importance dans ce film. Donc, niveau filmique vraiment très intéressant. Il y a même des moments, je trouve, des propositions qu'elle nous fait, c'est qu'à un moment donné, il y a le jeune garçon qui nous raconte une scène qu'il a eue avec son père. Son père est en train de parler, mais il parle en playback, et c'est la voix du garçon que l'on entend sur les lèvres de son père. Donc ça, c'est formidable aussi, des idées de ce type. Alors, je vous ai dit qu'il y a une histoire, il y a une mise en scène, et au niveau de la mise en scène, il faut mettre en scène des humains, et là, on a des acteurs et des actrices qui sont là, on peut le dire, on n'est pas déçus. D'abord par Sandra, qui est interprétée par Sandra Hüller, une actrice d'origine allemande, donc une étrangère, ça a l'importance aussi dans le film, et qui a par moments dans le film des difficultés à s'exprimer
s'exprimer en français et où elle choisit, alors qu'elle pourrait finalement aller vers l'allemand, mais on prend, là aussi ça a de l'importance, elle nous parle en anglais, l'anglais qui est cette langue charnière qui est utilisée dans le couple. Alors, Sandra Hüller nous propose une femme forte, qui est autrice dans le film, qui revendique ses droits, ses envies, voire même aussi nous parle de ses pulsions. Elle n'est pas forcément sympathique, cette Sandra dans le film. Et elle a une certaine froideur. Alors, il y a des moments on a envie de la croire, d'autres moments on n'a pas envie de la croire, et c'est un petit peu compliqué l'empathie qu'on va pouvoir avoir pour cette femme. Alors, on a le mari. Alors le mari, on le voit très peu. On le voit dans dans une scène importante du film, très très importante dans le film, et on le voit aussi au travers d'un souvenir de son fils. L'acteur là, c'est Samuel Tess qui joue le mari. Alors obligatoirement, on ne peut pas éviter forcément de parler du jeune acteur qui joue Daniel, le fils de 11 ans. C'est Milo Machado Graner, et qui dans le film il souffre de la vue suite à un accident de la circulation. On va dire aussi qu'il sent les choses, et tout ce qu'il ne sait plus avoir comme sensation au travers de la vue, il est hyper myope, donc il est obligé d'approcher les objets très très près de lui. On va dire qu'il a sa propre vision, il a une sorte de vision, et il a d'autres sens qui sont mis en éveil dans le film. Lui, il va assister au procès parce qu'il nous dit oui, vous pourriez faire que je sois un petit peu mis à côté parce que je vais peut-être entendre des choses, mais il dit forcément avec l'internet, avec tout, je vais tout savoir, donc je préfère être là, et c'est sûr que rien ne va lui être épargné. L'avocat aussi, rôle important, c'est un des anciens amants de Sandra, c'est Swan Arlo, qu'on avait vu précédemment, il y a quelques semaines dans l'établi, et on a le procureur, là, qui a les cheveux rasés, c'est Antoine Reynards. Alors peut-être que lui, je trouve, ce serait le micro, le nano bémol que je pourrais mettre au film, c'est que pour un avocat général, je trouve qu'il en fait un petit peu trop, mais ça sert dans le film pour justement nous proposer plusieurs versions et être peut-être aussi un peu le défenseur de ce mari qui, on aurait tendance à pas forcément le représenter sous son meilleur angle. Donc l'avocat, le procureur est vraiment l'avocat de la victime. Donc il joue un méchant assez séduisant, flamboyant, mais on peut dire qu'il parle à la place du mort. Je n'oublierai pas dans le film, d'ailleurs parce qu'il a été récompensé, il a obtenu un prix, il s'agit de la Palme Dog, c'est le chien qui est absolument formidable dans le film. Donc vraiment, moi c'est mon film coup de cœur de la rentrée, et s'il n'y avait qu'un film qu'il faudrait aller voir, entre guillemets, c'est celui-ci, c'est donc, je le répète, film de Justine Triet, Anatomie d'une chute. Alors quoi dire d'autre qui n'a pas été dit sur cette dégringolade d'un couple, au propre comme au figuré? Moi je suis d'accord avec toi Patrick. Le film sort nettement du lot dans la production française récente, passionnant dans son scénario et très inventif dans la forme. Moi j'ai trouvé que le travail sur la parole, sur les mots dits, le jeu sur la langue et sur le son, vraiment intéressant, original, avec plein de trouvailles scénaristiques et acoustiques, auditives, qui font mouche. Tu as cité l'exemple du super playback du père sur les mots du fils. Il y a le début musical assourdissant jusqu'au malaise. Il y a la scène conjugale enregistrée avec un visuel manquant mais qu'on entend. Vraiment passionnant. L'aspect judiciaire est souvent passionnant au cinéma. Le film m'a d'ailleurs évoqué le récent Saint-Omer d'Alice Diop, où là aussi, des témoignages à la barre se succèdent lors du procès d'une femme insondable. Dans Anatomie d'une chute, la partition chacun sa vérité, subjectivité des témoignages et des dépositions d'experts, elle est parfaitement jouée. On ne sait plus qui croire et la réalisatrice prend un malin plaisir à nous piéger. Le scénario est co-signé donc de Justine Triet et de son compagnon
Arthur Harari, et c'est le même Arthur Harari qu'on va retrouver très bientôt dans un autre film de prétoire, décidément c'est la mode, hein, Le procès Goldman, où il joue le rôle du célèbre avocat George Geschmal. Moi j'ai trouvé un bémol, Patrick. Hein. Quelqu'un m'a dit hier que l'affiche était nulle. J'ai vérifié, c'est vrai, qu'elle est assez moche et non avenue. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Mais là, je partage. Quand j'ai vu l'affiche pour la première fois, elle n'est pas représentative de rien. C'est une photo d'une photo que l'on voit dans le film. Ouais, elle est floue, elle est moche. C'est vraiment, il y a vraiment des moments où des trucs peuvent être moches. En tout cas, grand succès public. Hein, 600 000 entrées en France et déjà bardé de plusieurs récompenses internationales supplémentaires. Au Festival de Sydney, par exemple, et au Festival de Bruxelles, le film a eu le prix du public. On change de crèmerie, là, maintenant. Oui, tu dois nous avoir certaines visions. Ah oui, on revient dans un autre film français, thriller psychologique, d'un réalisateur qui s'appelle Liane Gosselin, en salle depuis mercredi. Estelle, c'est Diane Kruger, commandante de bord de long courrier, mène une existence bien réglée aux côtés de Guillaume, son mari chirurgien, c'est Mathieu Kassovitz. Superbe villa d'au moins, 300 mètres carrés, surplombant la Méditerranée, piscine, BMW, bref, couple idéal qui n'est pas trop dans le besoin. Elle est dans la maîtrise totale de son corps et de sa carrière, nageuse accomplie, joggeuse compulsive, surveillant ses cycles sur une appli pour planifier des rapports sexuels fécondants, et toujours au top dans ses tests professionnels. Mais, un grain de sable va gripper cette vie huppée trop bien huilée. Alors, cet élément déclencheur, comme on disait autrefois, Patrick, mais on a décidé de plus le dire, c'est une rencontre fortuite faite à l'aéroport avec un personnage qu'elle a connu quelques années plus tôt. Et là, ses sens vont s'en trouver déréglés et la frontière va se brouiller entre rêve et réalité. Vision du titre, avec un S, est à prendre dans les deux sens, hein, ce qui est réellement vu et ce qui est imaginé, avoir des visions. J'en dis pas davantage, mais l'œil, le regard est un des éléments clés de l'histoire. Et là, pour le coup, l'affiche où on voit un œil est très très belle. Alors, il y a bien quelques incohérences de scénario. Si j'ai bien vu, un œil dans lequel on voit un nageur, hein, c'est ça? Une nageuse. Oui. Il y a bien quelques incohérences de scénario, des vraies et des fausses pistes un peu téléphonées, mais moi j'ai marché en grande partie grâce à la plastique du film, hein, avec des cadrages hyper soignés et une belle utilisation du magnifique décor méditerranéen qui est rendu angoissant par d'imposants plans larges dans lequel le personnage principal minuscule est perdu. Beaucoup d'inserts aussi, c'est-à-dire de très gros plans sur des visages, des détails du corps, des yeux, donc virtueuse donc, même si c'est parfois un peu chichiteux. Beau travail sur le son, autre élément important du scénario. D'ailleurs, c'était le cas du précédent long-métrage du réalisateur Liane Gosselin, Boîte Noire, qui avait eu un grand succès il y a 2 ans. Alors, il a l'air un peu obsédé par l'aéronautique, celui-là, puisque le thème de l'avion est là aussi très présent. On a plusieurs scènes assez angoissantes dans le cockpit, hein, réel ou virtuel, dans un simulateur de vol. Alors le film est un écrin pour Diane Kruger. Et dis-moi Patrick, après Sandra Hüller dans Anatomie d'une chute, qu'est-ce que c'est que ces actrices allemandes qui viennent manger le pain des actrices françaises dans des films hexagonaux? Eh ben, faut bien remplacer à un moment donné Romy Schneider. Hein. C'est vrai. Alors, elle est filmée comme une déesse athlétique qui va petit à petit sombrer dans l'irrationnel. C'est son personnage de blonde en danger qui évoque évidemment Hitchcock, sur lequel le réalisateur louche, mais d'une manière peut-être, on va dire, un peu trop insistante. Du coup, on se dit que Hitch, qui avait sans doute moins de moyens techniques à l'époque, était quand même un peu plus subtil. Hein. Alors, on aime bien le jeu des références, hein, quand on va au cinéma, chercher des ponts entre des films. Alors moi, j'ai pensé à un autre film où le décor méditerranéen idyllique est rendu anxiogène. C'est L'année des Méduses, des années 80, avec Bernard Giraudot et Valérie Caprisky. Et dans Vision, on voit aussi des méduses pas très sympathiques. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho
esse caminho para São Tomé. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para São Tomé. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, São Nicolau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, São Nicolau. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para São Tomé. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para São Tomé. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, São Nicolau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, São Nicolau. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, São Nicolau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, São Nicolau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, São Nicolau. Saudade, saudade. Grand succès international de la capverdienne Cesaria Évora, que ce Saudade, qu'on peut traduire par mélancolie, nostalgie. Elle y chante la tristesse d'être éloignée de sa terre natale. Et moi, j'ai tout de suite pensé à cette chanson en sortant de Ama Gloria, dont tu vas nous parler tout de suite, Patrick, et qui se déroule pour les 3/4 au Cap-Vert. Alors, à noter, un documentaire sur Cesaria Évora va bientôt sortir en salle. C'est aussi pour ça qu'on a choisi ce titre, hein, dont je me demande si on l'a pas déjà passé dans la saison 2, je crois. Alors, une avant-première bordelaise a même lieu en ce moment même, ce vendredi 9, organisée conjointement par le Rocher de Palmer et la nouvelle salle Utopia Rive Droite. Ton avis sur Ama Gloria? Oui, donc Ama Gloria. On l'a vu lors de l'ouverture de la Semaine de la Critique au dernier festival de Cannes au mois de mai. Ama Gloria, c'est Cléo. Cléo, enfin c'est pas Cléo, c'est Cléo qui nous parle et qui aime Gloria. Cléo, elle a 6 ans. Elle vit avec son père. On comprend rapidement que sa mère est décédée. Et c'est avec Gloria, sa nounou qui s'occupe d'elle au quotidien. Gloria, elle est loin de chez elle, hein, puisqu'elle est venue des îles du Cap-Vert pour, bien sûr contre rémunération, s'occuper de la petite fille. Cléo adore sa nounou. Le mot adore est un peu faible, c'est plus que ça. Elle est vraiment dans un amour total de sa nounou. Et là, on va avoir, je ne vais pas parler d'éléments déclencheurs, mais ce qui va poser le film, c'est qu'une triste nouvelle pour Gloria. Sa mère vient de décéder au pays
Et Gloria doit y retourner d'abord dans un premier temps pour s'occuper des funérailles de sa mère et puis pour s'occuper de ses propres enfants qu'elle avait dû laisser au pays sous la garde donc de la grand-mère. Et là, Cléo est effondrée. Elle se demande comment petite fille, elle, va pouvoir continuer à survivre sans sa nounou à côté d'elle. Alors, le père qui est un peu un taiseux, un peu bougon, mais qui est finalement, on le voit très peu, mais un père qui essaye de s'occuper au mieux de sa fille, va voir avec Gloria la possibilité que cette petite fille puisse aller pendant les vacances séjourner chez Gloria, donc sur une de ces îles du Cap-Vert, et en l'occurrence c'est l'île de Santiago, c'est ça, si j'ai bien retenu ce qui nous avait été dit. Donc un très très joli film, très autobiographique. Oui, j'ai vu ça, c'est vrai. Oui, c'est que nous propose Mariama Choukeli. Et c'est un film à la hauteur de l'enfant. Et ce qui est très intéressant, un petit détail, mais la petite fille est très myope, elle porte des très grandes lunettes par rapport à son visage, et ça a une certaine importance puisque ça met ça met un écran entre elle et la vie. Donc très jolie cette idée de lui avoir mis ces lunettes de myope. Avec Gloria, une fois rendue là-bas sur l'île, elle va découvrir la mer, la nage. Gloria va lui apprendre à nager. Elle va aussi rencontrer les vrais enfants de Gloria dans cette petite maison de Gloria. Et quand Cléo dit à la petite fille, dit à Gloria, mais elle est petite ta maison, et sa mère répond, oui, ma maison est petite, mais elle est à moi. Et là, donc, on va avoir les deux enfants. Pour l'aîné et la fille qu'on doit estimer vers les 18 ans, un truc comme ça, 18-19 ans, qui est prête d'accoucher. Et puis, il y a son plus jeune frère qui, lui, va rester assez hostile à Cléo et aussi à sa mère. Bon, c'est un adolescent, je pense qu'il a 13-14 ans dans ces eaux-là. Et donc, bien sûr, quelque part, il va un peu rejeter cette petite fille qui lui avait pris sa maman. Donc un film très délicat sur l'enfance, sur l'attachement d'un enfant à cette mère de substitution. Et bien évidemment, ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est qu'en toile de fond, la réalisatrice nous permet de toucher du doigt ce que doivent endurer ces travailleurs et travailleuses qui doivent quitter leur foyer et plus particulièrement leurs enfants. Et ce qui est quand même, des fois quand même assez paradoxal, c'est vraiment ce qu'étaient les véritables nounous, c'est-à-dire que les nounous avaient des enfants pour pouvoir allaiter d'autres enfants qui n'étaient pas les leurs. Là, il n'y a pas bien sûr d'allaitement, mais il y a quand même ce fait que cette mère va aller s'occuper, contre rétribution, s'occuper d'une autre petite fille en laissant la sienne. Donc, une jeune actrice, Louise Mauroy-Panzani. Alors, actrice, c'est comme Ilcha Morena-Zego, celle qui joue Gloria, qui est une vraie originaire des îles du Cap-Vert, sont toutes les deux, je dis des actrices, mais bon, elles sont non professionnelles, ça n'enlève rien à ce qu'elles nous proposent, mais ça permet aussi d'avoir ces spontanéités qu'il y a qu'on n'aurait peut-être pas pu avoir avec des véritables actrices dites professionnelles. C'est vrai que j'aurais mal vu Karine Viard faire la nounou. On aurait eu, je pense, certaines difficultés. Alors, niveau photo, il y a un parti pris qui a été fait d'une image très douce. Et puis, il y a des moments, alors ça aussi, c'est un des intérêts du film, quand la réalisatrice, peut-être, ne trouve pas comment pouvoir exprimer ce que peut ressentir la petite fille. On passe dans l'onirique complet et au 35 mm est substitué le dessin animé. Donc, ce qui permet, avec des dessins très pastels, très doux, ou parfois un peu plus violents quand il s'agit de mauvais rêves que peut faire la petite fille, ça nous permet d'entrecouper toutes ces scènes. Une idée intéressante. Je
sais qu'il y a des gens qui lui ont reproché un petit peu ça. Moi, je trouve que ça a bien sa place. Une mention aussi à la musique. Et puis, dedans, il y a par exemple un slow de Dilda Ferrandez, Mes yeux dans ton regard. Bon, il y a un petit On côté... le passera un jour, si tu veux. Voilà moi ce que je pouvais dire de ce film, qu'on avait découvert, qu'on a beaucoup aimé qu'on vous donne, j'espère, l'envie d'aller le voir. Mélodrame formidable, cette tendresse infinie entre la nounou et le bout de chou à grosses lunettes, et les scènes d'animation, moi je les trouvais très belles en interlude. Prêt pour une expérience, Patrick ? Oui, alors une expérience venant d'Espagne, oui. Ouais, venant d'Espagne, on va s'interroger tout à l'heure. Alors, l'expérience Almodovar, bon, moi c'est un titre que je trouve un peu pompeux quand même pour l'association de 2 moyens métrages de notre Pedro adoré, presque des courts métrages en fait, puisqu'ils ne font guère plus qu'une demi-heure chacun, et l'assemblage dure 1 heure et 1 minute. Alors, pas le temps de s'ennuyer, hein. Il bat les records de Quentin Dupieux, je crois. Mais c'est une obligation de dépasser 1 heure pour être considéré comme étant un long métrage. Alors, le premier a été présenté à la Mostra 2021, je crois, et le deuxième était en séance spéciale à Cannes cette année. C'est une bonne idée de les présenter en salle, parce que ce format moyen court est en général invisible sur les écrans. Le premier s'appelle La Voix humaine, donc il date de 2021. C'est tiré d'un texte de Jean Cocteau que je ne connais pas. Une femme seule erre dans un décor montré en tant que tel d'ailleurs, hein. On voit que ce sont des studios de cinéma, et elle souffre d'une séparation. Donc on assiste à un grand monologue de femme abandonnée au téléphone qui a un comportement borderline, comme on dit. Sublime Tilda Swinton, l'actrice qui peut nous jouer le bottin, qui nous fait en plus un défilé de mode extravagant. Le film est, je crois, financé par la boîte Saint-Laurent, ceci expliquant cela. Alors, femme sublimée, tenue excentrique, goût des accessoires décalés, jeu sur les couleurs flashy, mélancolie amoureuse. On retrouve là un condensé des ingrédients chers à Almodovar. Alors c'est un exercice de style, superbement filmé, mais peut-être un peu trop chic pour être honnête, hein. Le deuxième segment, il est plus récent, ça s'appelle Strange Way of Life, western. Western mettant en scène 2 cow-boys romantiques, comme dans Brokeback Mountain, mais là, ils sont plus vieillissants. Et ils se retrouvent plusieurs années après avoir vécu, on le comprend vite, une histoire d'amour, et tout ne se passera pas au mieux, parce qu'ils ont un différend, et la visite de l'un à l'autre, qui est shérif, est peut-être intéressée. Alors, sans doute nostalgique comme on peut l'être à 73 ans, c'est l'âge d'Almodovar, hein. Almodovar, il nous montre la difficulté peut-être à renouer avec les amours passés. Les 2 acteurs principaux, c'est Ethan Hawke, toujours très séduisant, et un certain Pedro Pascal, que je ne connaissais pas, mais qui a beaucoup de charme aussi dans le film. Ils sont impeccables. Dans les 2 cas, la courte durée a un côté un peu frustrant, hein. On aurait bien aimé une rallonge à ces 2 nouvelles cinématographiques, hein. Mais on peut aussi quand même se demander si Almodovar ne s'éloigne pas un peu de sa marque de fabrique, hein. Je dis ça parce que les 2 films sont en langue anglaise, et à part dans le deuxième, où il y a quelques références latino qui sont uniquement musicales, on n'a plus trop trace de l'hispanité qui faisait le charme de son travail jusqu'à maintenant. Alors je pose la question, Patrick, Almodovar serait-il en train de perdre son âme ? Écoute, on verra par la suite.
forcément, il fallait un petit hommage à la plus anglaise des artistes françaises ou l'inverse, je sais pas, avec cette Jane B datant de 69, année érotique s'il en fut. Hein. Oui, c'est moi, Jane. On va pas refaire la bio de Birkin, hein, sa carrière d'actrice et d'interprète très vaste, de ses débuts dans le swinging London des 60s au cinéma d'auteurs français, Rivette, Tavernier, Doyon, Chéreau et d'autres, hein, en passant par des comédies populaires des années 70, hein, entre Échalote et Moutarde de Claude Zidi. On rappelle 2 déclarations d'amour cinématographiques qui lui ont été dédiées, d'Agnès Varda en 88, Jane B par Agnès V, et le film hommage de sa fille sorti l'an dernier, Jane par Charlotte. J'ai aussi appris, en regardant un peu sa bio, qu'elle a réalisé un long métrage en 2007, curiosité un peu passée à l'as, hein. Ça s'appelle Boxes, avec entre autres Piccoli, Géraldine Chaplin, John Hurt et la toute jeune Adèle Exarchopoulos. Alors ce titre qu'on a entendu, la Jane B, on l'a pas passé par hasard, il est très fortement inspiré d'un prélude de Chopin, Gainsbourg ne s'étant jamais caché de piller allègrement le répertoire classique pour s'inspirer de son art qui disait mineur. Et là encore, c'est un autre clin d'œil à Anatomie d'une chute, puisqu'on y entend le jeune garçon jouer cette air au piano. Hein. Donc j'ai trouvé ça émouvant. C'est un hommage fugace, un peu émouvant de Justine tiré à Jane Birkin, mais tout à fait fortuit et involontaire, puisque le film a été présenté à Cannes avant la disparition de Birkin. Tu n'as pas évoqué, quand elle tourne avec Antonioni, Blow Up. C'est ça, ouais. C'était dans les années 60. Hein. Mais c'était c'était ce que j'appelle la période Swinging London. Hein. C'était, elle a été un peu découverte là. Bon, elle jouait un peu des connasses hein, quand même au début, non? Ouais. Oui. Enfin, des femmes un peu légères, on va dire. Alors, je parlais des sorties qui se bousculent sur nos écrans. On n'a pas le temps de les dire tous en famille. Bon, je parle par exemple de Tommy en famille, peut-être. J'ai eu de bons échos de camarades qui l'ont vu. Camille Cotin en mère de famille de 5 ados qui tente d'exister aussi en tant que femme. Ça m'a l'air un peu de téléphoner aussi. Faut voir. Le ciel rouge. Alors ça, je vais aller le voir. C'était le prix du jury à la Berlinale 2022, c'est-à-dire l'ours d'argent. Rote Himmel, le ciel rouge. Numéro 10, un autre film allemand à la BO alléchante sur un homme à la recherche de ses origines. Ça, c'était déjà en salle en ce moment. Le 13, on aura Le Grand Chariot de Philippe Garrel, présenté à la Berlinale aussi, avec toute la famille Garrel en marionnettiste. Un métier on sérieux. doit s'éclater dans ce genre de film. Ah oui, je te raconterai. Un métier sérieux, une année scolaire dans un bahut côté prof. Vraiment adapté à cette période, un voir film opportuniste. Le livre des solutions. Bon, moi, je sais que je l'ai vu, je sais pas si j'en dirais du bien, c'est le dernier Michel Gondry avec Pierre Ninet en alter ego du cinéaste. Ah, par contre, ce que j'ai beaucoup envie de voir, qui sort le 20, c'est Les Feuilles Mortes, le nouveau film d'Aki Kaurismäki. Et Acide, tiens, un film français de genre sur un road movie post-apocalyptique, c'est avec Guillaume Canet, et l'été dernier de Catherine Breillat avec Léa Drucker dans une histoire d'amour sulfureuse. On pourra pas tout voir, c'est trop tout ça, hein. Alors on se donne rendez-vous dans 15 jours, le vendredi 22. N'oubliez pas de voir nos podcasts. Toutes les émissions des saisons 1 et 2, ils sont disponibles. Alors, il y a en tout cas toutes celles de la saison 2, saison 1, je ne sais plus si c'est en ligne. Et vous retrouvez tout ça sur www.l'instantciné.fr. Et forcément sur toutes les bonnes plateformes, que ce soit Spotify, Deezer, Apple, Google, on est partout. Et on vous avait promis un petit topo sur les festivals de l'été, mais on n'a pas eu le temps de le caser là. Il est donc en bonus. Vous cliquez et vous avez le bonus. Et vous cliquez aussi sur des festivals qui arrivent bientôt, et c'est des liens vers les sites de ces festivals. À bientôt. À bientôt.